Salut à toi, jeune oreille étudiante attentive, et bienvenue au Point Q du SSU, le podcast des ERS qui t'informe sur ta sexualité. Aujourd'hui, dans ce deuxième podcast, on a décidé d'aborder le sujet de la pornographie. Et pour cela, on est allé voir Cécile Miel, sexologue et psychologue au CRIAV. Bonjour Cécile, qui est avec nous aujourd'hui. Donc Cécile, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je suis Cécile Miel, et je suis psychologue et sexologue. J'interviens dans plusieurs services du CHU de Clermont-Ferrand, donc le CRIAVS, qui est un service qui s'occupe notamment de la prévention des violences sexuelles et de la formation concernant les auteurs de violences sexuelles. Une unité transversale de sexologie et santé sexuelle, et puis le service de psychiatrie, donc le CMPB au CHU de Clermont-Ferrand. Et voilà, et je suis responsable du diplôme interuniversitaire de sexologie. Ok, ouais, c'est beaucoup et je pense que ça va faire beaucoup enfin, tu pourras nous apporter beaucoup d'informations. J'espère. Dans ce dont on veut parler aujourd'hui. Et ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est la pornographie. Donc, est-ce que tu pourrais nous résumer ce que c'est que la pornographie ? Oui, en quelques mots, la pornographie, c'est en fait un genre cinématographique, on pourrait le dire comme ça, qui représente en fait des rapports sexuels entre personnes, a priori, voire parfois ça peut intégrer des animaux, des objets, en tout cas, ça représente de la sexualité, et la pornographie a cette particulier qu'elle montre les organes sexuels en fait des protagonistes. D'accord. Et donc, c'est peut-être ça la différence avec l'érotisme ? Exactement, c'est la principale différence avec l'érotisme, si bien que l'érotisme conserve, on va dire, une part de secret et donc une part de créativité pour celui qui la consomme, puisque tout ce qui n'est pas dévoilé, ce sera à nous de l'imaginer, alors que dans la pornographie, tout y est montré. D'accord, ok. Donc, du coup, ce que tu disais, c'est que dans la pornographie, on voit les organes sexuels. Dans l'érotisme, non. Et du coup, l'érotisme est peut-être un peu plus sujet au fantasme. Tout à fait. Vu qu'on imagine. Est-ce que tu pourrais redéfinir ce que c'est qu'un fantasme ? Alors, un fantasme sexuel. Un fantasme sexuel, ouais. Exactement, on va différencier. Un fantasme sexuel, c'est l'expression de désirs plus ou moins conscients, et qui permettent, avec son imaginaire, grâce à l'imaginaire, de soutenir donc le désir, mais aussi une certaine forme d'excitation pendant l'acte sexuel. Cet imaginaire-là, il est plus ou moins créatif. Et justement, on dit que la pornographie, c'est le tombeau de l'imaginaire, parce que à force d'en consommer, comme on n'est pas créatif en tant que spectateur, c'est comme une gymnastique. Moins on crée, moins on arrive à créer. Et donc, on a besoin de la pornographie pour continuer à fantasmer, alors que quand on crée, c'est-à-dire quand on regarde par exemple de l'érotisme, ou quand on lit ou de la littérature érotique, ou quand tout simplement on fait appel à son imaginaire, notre cerveau tout seul est capable d'autogénérer du fantasme. Donc c'est pour ça que c'est important de conserver une activité imaginaire sans la pornographie, sinon la pornographie, le risque c'est qu'elle devienne addictive. D'accord. Ok, et du coup, le fantasme sexuel a un vrai intérêt psychologique au sein de l'individu. Tout à fait, il a un intérêt, son intérêt, un de ses intérêts, on va dire, c'est de pouvoir aussi explorer les interdits, les explorer quand c'est conscient, c'est-à-dire quand nous-mêmes, on est créateur consciemment de son fantasme, mais aussi de pouvoir exprimer les interdits quand ce sont des fantasmes inconscients et qui reviennent à la surface sous forme de rêve ou sous forme de scénario érotique. Et c'est pour ça que quand la question arrive souvent de savoir est-ce qu'il faut ou non réaliser ce fantasme, pas toujours. Ça dépend justement du degré d'interdit. L'intérêt précisément du fantasme, c'est de pouvoir justement penser les interdits. Parfois, c'est des interdits de la loi, mais parfois, c'est des transgressions morales. Parfois, c'est les transgressions, je ne sais pas moi, d'un contrat tacite dans un couple, etc., comme l'adultère. Loisir à chacun de pouvoir les penser. Par contre, les réaliser, a priori, ça peut à minima blesser certaines personnes, et puis parfois même aller à l'encontre de nos règles sociales. Oui, et des lois. Et des lois, voilà. Ok, très bien. Merci. Et sinon, du coup, la pornographie est de plus en plus présente, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle apporte sur les rapports entre les individus ? Qu'est-ce qu'elle change ? Quel impact elle peut avoir ?
Elle apporte des modèles, si tu préfères. Alors, quand c'est dans des cerveaux d'adultes qui ont déjà une vie sexuelle qui est réelle, si tu veux, ça nous permet d'avoir un sens critique suffisant pour pouvoir prendre du recul par rapport aux images et puis simplement attraper les fantasmes un peu comme du fast-food. Se dire, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de créer mon imaginaire parce que ça demande un effort. Je vais consommer un porno et ça permet d'avoir du désir, une excitation, éventuellement une activité auto-érotique facilement. Mais quand c'est sur des cerveaux un peu plus jeunes et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une distance critique, on peut croire en fait que la sexualité c'est comme ça et ça peut devenir assez angoissant et même carrément traumatisant parce que pour notamment les enfants qui n'ont pas encore accès à la sexualité au sens génital, à la sexualité adulte, ça fait le même effet que s'ils se retrouvaient face à un exhibitionniste, tu vois, qui ouvre son imperméable. Donc la pornographie, potentiellement ça offre des modèles un peu prêts à penser. Et puis, du coup, ces modèles prêts à penser, soit c'est un confort on va dire, de passage pour un adulte, soit c'est des représentations qui sont un petit peu dangereuses pour un enfant. Pour un enfant, ok. Et même chez un adulte qui est bien construit et qui a déjà une activité sexuelle, est-ce que ça peut parfois générer certains complexes que tu peux trouver dans certaines consultations? Tu as absolument raison. Ça peut influencer les pratiques déjà. Ça, c'est des choses qui ont été observées. Ça influence les pratiques, déjà parce que en tant que modèle, ça peut créer des idées. Et parfois, quand dans tous les pornos, par exemple, on a des scénarios qui se répètent, ça peut donner le sentiment que c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc, du coup, ça peut donner déjà des modèles. Et puis, du coup, ça éloigne de ce qu'on souhaite vraiment pour soi et de ce que l'autre souhaite vraiment, parce qu'on va se conformer à des modèles extérieurs plutôt que de se demander, moi, qu'est-ce que je veux et mon ou ma partenaire, qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et après, ta question, c'était quoi? C'était est-ce que ça peut générer certains complexes et puis, ça génère des complexes, oui, parce qu'on a mais comme pour beaucoup de médias, on a affaire à des corps plutôt parfaits, mais parfaits plus, quoi. C'est-à-dire avec notamment des organes génitaux qui peuvent être démesurés. Parfois, la plupart du temps, en ce moment, en tout cas, l'abandon du poil. Les filles, elles peuvent avoir des comportements aussi, et les hommes, d'ailleurs, peuvent avoir des comportements qui peuvent être assez stéréotypés et qui vont donner une idée, en fait, une image de l'homme ou de la femme avec laquelle on va se comparer. Puis si on n'est pas conforme, on peut se poser la question de savoir si on est à la hauteur, en fait, tout simplement. Donc, avec en fait, un orgasme qui peut être multiplié par rapport C'est ça, on met souvent en scène des femmes qui ont des orgasmes très bruyants déjà et puis qui sont multipliés par 12, des hommes qui arrivent à avoir des érections qui durent des heures, et puis même des propositions anatomiques qui sont en réalité dangereuses dans la vie réelle parce que pour certains acteurs et actrices porno, en fait, ce sont des prouesses techniques en vérité qui peuvent s'accompagner de prises de produits, notamment pour pouvoir avoir la possibilité de réaliser ces prouesses, entre guillemets, physiques. Et je dis entre guillemets parce que je parle de prouesses, et c'est peut-être un message vachement important, c'est que la pornographie, elle vient valoriser une notion de performance par rapport à la sexualité, alors que la sexualité et la performance sont deux notions qui vont très très mal ensemble. Voilà. D'accord. La sexualité, ça demande des compétences, mais essentiellement des compétences relationnelles, mais ça n'a rien à voir avec la performance. D'accord. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un film et que dans la vie réelle, on ne peut pas faire comme dans Star Wars. Exactement. Et donc dans la vie réelle, on ne peut pas faire comme dans le porno. Pareil, c'est exactement la même chose. Ok. Il y a plein de trucs, c'est trop intéressant. Profites-en pour poser tes questions aussi. Et du coup, pourquoi, si la pornographie, elle nous gère des complexes, pourquoi est-ce qu'on continue à en regarder? Alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans le porno? Tu avais commencé à y répondre un peu sur... Comme quand on vient chercher un McDo, en fait. Alors, désolé pour McDonald's, Quick, il faut dire plusieurs marques, peut-être. Burger King. Non, c'est l'idée du fast-food. Alors, qu'est-ce qu'on vient y chercher? On vient y chercher du fantasme prêt à penser. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir une excitation assez facile
rien qu'avec du porno. Et puis, je te disais tout à l'heure, il y a aussi la dimension addictive, c'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, qu'est-ce qu'on va y chercher? On va y chercher l'imaginaire qu'on est en train de perdre au fur et à mesure, avec le risque de la surenchère, parce que comme n'importe quel produit addictif, on a besoin de toujours plus, toujours plus. Ça peut être en quantité, mais ça peut être aussi en qualité, c'est-à-dire que la surenchère, elle peut être une surenchère du trash, avec des scénarios qui vont transgresser de plus en plus nos propres valeurs et nos propres limites morales. D'accord. Et on a même moi j'ai des patients, tu sais, en suivi, qui arrivent même à consommer parfois de la pédopornographie, alors qu'ils ne sont pas pédophiles, parce qu'ils se sont inscrits dans une surenchère. D'accord. Et le trash est allé jusqu'à la consommation en fait, d'images qui mettaient en scène des enfants. D'accord. Ok, donc ça dépasse notre propre fantasme. Exactement. Par cette injonction au fantasme qui n'est pas forcément les nôtres. Exactement. Et du coup, tu parlais un peu d'addiction. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa consommation de porno? Quand est-ce que ça devient inquiétant? Précisément, je crois qu'elle devient inquiétante. La notion de souffrance, elle est compliquée. Tu sais, en psy, d'une manière générale, on va parler d'un trouble dès lors qu'il y a une souffrance. Et donc, cette souffrance, elle peut être pour soi, pour les autres. Et donc, elle est assez subjective à évaluer. Mais globalement, ce sont des personnes qui vont, du coup, avoir des difficultés, en fait, à avoir une sexualité en dehors, justement, de cette béquille pornographique. Et donc, souvent, ce qu'on va voir apparaître, ce sont des troubles du désir. C'est-à-dire des personnes qui, dans leur sexualité avec un ou une partenaire, sans pornographie, vont pas réussir à avoir du désir et du coup, de fait, n'auront pas d'excitation. Okay. C'est souvent dans ce cadre-là qu'ils consultent. L'autre cadre, c'est le cadre plus addictif où on a des personnes qui vont sentir que c'est de plus en plus, que ça prend de plus en plus de temps et que ça prend même de l'espace sur leur vie, on va dire, sociale. D'accord, en fait. Comme toute addiction. Comme toute addiction, dépasse. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que par exemple, si je me mets à regarder du porno qui est illégal, par exemple du porno pédophile, est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Est-ce qu'il faut que je consulte ou... Oui, alors on peut demander de l'aide dans ces cas-là. D'ailleurs, c'est même plutôt très conseillé parce que déjà, on se met hors la loi. Tu as raison, tu as dit c'est du porno illégal, c'est exactement le cas. C'est-à-dire il est absolument interdit de consommer des images à caractère pédopornographique, même quand ce sont des représentations d'un enfant, c'est-à-dire même quand ce sont des dessins animés. Donc, quand on a la force de le faire, je pense que l'idée, ce serait de pouvoir justement aller vers des dispositifs de prévention. Et notamment, il y a un numéro qui a été mis en place au niveau national. C'est le numéro STOP. Donc, je peux te le donner. C'est le 0806 23 10 63. Okay. Et donc, c'est un numéro à partir duquel on va tomber sur des cliniciens qui vont pouvoir nous orienter vers une prise en charge, qui semble fondamentale à partir de ce moment-là. Oui. D'accord. Parce que du coup, quand est-ce que le porno est légal et quand est-ce qu'il est illégal? Ah oui, bonne question. Le porno, il est toujours légal dès lors qu'on a 18 ans pour le consommer. Alors ça, il y a deux notions. Il y a le fait d'avoir 18 ans quand on est un consommateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de montrer de la pornographie à un mineur, sinon on se rend coupable de corruption de mineur. D'accord. Et par ailleurs, on n'a pas le droit de consommer de la pédopornographie, donc c'est-à-dire des scènes de pornographie qui mettent en scène des mineurs, de la consommer, bien sûr, mais évidemment de la capter ou de la diffuser. Okay. Voilà, donc c'est les deux notions, les deux limites qu'il y a par rapport à la pornographie. Si tu es adulte et que tu consommes de la pornographie qui représente uniquement des adultes, mais en fait, quel que soit le scénario qui est mis en place, mais c'est autorisé par la loi. D'accord. La zoopornographie, par exemple, ça peut être autorisé? Alors, la consommation n'est pas interdite. En revanche, une fois de plus, la maltraitance animale, elle est interdite. Oui. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a du bon ou du mauvais porno? Et est-ce que sur certains sites porno, on peut retrouver parfois des images qui n'ont pas eu le consentement des acteurs et des actrices? Est-ce qu'il y a du bon, du mauvais porno? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Ouais, alors c'est une question compliquée. On a l'habitude de dire... Enfin, il y a eu, tu vois, des mouvements, notamment des mouvements féministes par rapport à la pornographie, qui a revendiqué aussi le fait de pouvoir proposer des scénarios un peu alternatifs, notamment sur
les assignations de genre, c'est-à-dire en se disant, voilà, on va arrêter d'attribuer forcément une dimension de virilité à l'homme, de soumission à la femme, etc. Donc, qui peut inverser, voire aplanir les rapports de genre et puis apporter de la sensualité. Donc ça, c'était déjà une démarche intéressante. Il y a une autre démarche qui est intéressante, c'est finalement d'avoir des pornos dans lesquels il y a un scénario, tout simplement. Parce que, en fait, ce qui est accessible aujourd'hui, notamment sur les plateformes type YouPorn, Pornhub, etc., ce sont des extraits, en fait, d'activités sexuelles qui sont morcelés, c'est-à-dire où on a accès à des parties du corps, mais où on oublie même que derrière, il y a une personne, en fait. C'est dépersonnalisé. Et pour le coup, ça permet tout d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est comme si l'autre n'était plus qu'un objet et donc on pense l'autre uniquement à travers l'idée d'objet. Et notamment, si on réfléchit à nouveau à la question du sexisme, souvent, on va dire par ricochet, c'est une façon d'apprendre à penser les femmes comme des objets, etc., etc. Ou d'ailleurs les hommes comme uniquement des pénis, etc., etc. Donc peut-être du bon porno, ce serait celui où les personnes demeurent, en fait, où il y a encore des sujets, où il y a encore des personnes qui sont à l'intérieur de ces films-là. Et puis après, tu disais, est-ce qu'on a accès parfois à des pornos interdits, etc. Oui, effectivement, les plateformes, en fait, n'ont pas la possibilité de tout modérer. Et donc, quand on surfe, beaucoup, en tout cas, moi, c'est ce que disent mes patients, ils disent que ceux qui ont consommé de la pédoporno, ils ne l'ont pas trouvé sur le darknet, en fait. Ils l'ont trouvé en surfant, et puis ils ont fini par tomber sur des images à caractère pédopornographique. Donc les choses glissent, en fait. Tu vois, quand on est dans un processus un peu de surenchère, il n'y a même pas besoin de faire tellement d'efforts pour tomber finalement sur ces images-là. Ok. D'accord. Et comme site porno avec qui amène un peu un scénario et une vraie histoire, moi, je connais Bellessa, par exemple. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Écoute, merci de donner les références. J'avoue, je ne me suis pas renseignée sur cette question-là. Okay. Et ce serait très intéressant que je me renseigne parce que je pense que c'est de très bons conseils à donner aux patients, en vérité, et en prévention. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de honte à se dire que... il ne s'agit pas de donner comme conseil éducatif non pas le porno, mais plutôt de se dire, tiens, choisissons-en... certains qui vont non seulement nous permettre une excitation facile, mais en plus nous permettre d'envisager autrui, ne serait-ce que comme une personne, en fait, avec des désirs, avec des envies, puis un consentement, etc. etc. D'accord. Et tout à l'heure, du coup, on parlait un peu du féminisme qui était arrivé et qui avait un peu renversé ce côté sexiste du porno qu'il avait un peu critiqué. Est-ce que ce féminisme-là, il ne peut pas aussi amener de nouvelles injonctions au plaisir féminin, injonctions qui peuvent aussi être des modèles qui sont néfastes pour notre propre sexualité? Mais tu as absolument raison, en fait. Ça a un effet retors aussi. C'est-à-dire que le premier effet qui se coule, qui était très important, c'était la libération de la sexualité féminine. C'est-à-dire la libération au sens de la libération du joug, du masculin, des hommes, et puis des injonctions qu'eux pouvaient mettre sur notre sexualité. Et petite parenthèse, c'est quand même intéressant de voir que le clitoris a quand même n'est apparu dans les livres de médecine que très très tard parce que il n'avait fonction que de plaisir. Donc on avait vraiment cette libération à laquelle il fallait accéder, mais derrière il y a eu de nouvelles injonctions qui sont performatives, en fait. Qui sont les injonctions à jouir absolument, les injonctions aussi à être très libéré et libertaire dans sa sexualité. Et donc, en fait, on le voit à travers notamment les comptes Instagram de certaines Instagrammeuses qui peuvent donner le sentiment qu'une sexualité épanouie, c'est forcément une sexualité qui se vit de façon très débridée. Alors qu'en réalité, en fait, il appartient à chacun, une fois de plus, de la dessiner, sa sexualité. Oui. Puis c'est intéressant, Instagram, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est la façon dont les influenceurs exposent leur sexualité, c'est exactement de la même manière que quand on expose le dernier gâteau ou quand on expose ses dernières vacances, c'est toujours un peu merveilleux, mais faut pas être dupe de la réalité. Voilà, c'est ça, faut pas être dupe de la réalité. Donc ouais, c'est aussi des normes performatrices. Ouais. Donc du coup, pour avoir une sexualité épanouie, c'est plus en s'écoutant soi. Exactement.
Et ça, c'est un sacré travail parce que faire la distinction entre ce qui relève d'une norme à laquelle on se conforme, de ce qui relève de notre propre désir, ben ça, parfois, ça met un petit peu de temps. Ouais. C'est pour ça que la maturité permet souvent d'accéder à d'autres plaisirs. Je dis ça parce que je suis vieille, moi. Donc, du coup, on avait commencé un peu à parler des risques du porno aux différents âges de la vie. Oui. Donc ce qui est interdit, c'est de le regarder quand on est mineur. C'est ça. Parce que ça peut entraîner des risques. Ça peut être quoi? Ça peut, du coup... Ouais, notamment quand on n'a pas encore atteint la puberté et que du coup, on n'a pas accès encore, ne serait-ce que dans l'imaginaire, à justement la sexualité génitale. Donc, ça peut faire effraction et venir faire des interférences par rapport au développement psychosexuel des enfants. D'accord. Alors, effraction, exactement comme je te le disais, au même sens que si tu étais confronté d'un seul coup à un exhibitionniste. Donc, ça peut créer des traumas exactement comparables. Et puis, ça peut induire beaucoup d'angoisse parce que la sexualité qui est montrée dans la plupart des pornos accessibles facilement, c'est une sexualité qui peut être violente et dans laquelle les rapports de force sont mis en scène. Tu as parlé aussi, on a parlé ensemble des corps qui parfois étaient qui la plupart du temps sont des corps qui ne sont pas non plus complètement anodins, puis sont des corps travaillés avec des organes qui sont plus grands, notamment pour les hommes, des gros pénis. Mais ça aussi, ça peut être très angoissant pour les filles, ça peut être très stressant pour les garçons. Donc, en fait, ça génère essentiellement du trauma et des angoisses. Et ça peut aussi arriver une fois que la puberté est arrivée, après... Eh ben, ça peut générer, comme n'importe quel modèle, ça peut générer des complexes, qu'on le disait, mais aussi des phénomènes d'imitation. Et donc, plutôt que de s'intéresser à son propre désir et au désir du partenaire ou de la partenaire, eh ben, on va être uniquement dans de la reproduction. Alors que la sexualité, c'est un espace de liberté, mais de liberté au sens d'être au plus proche de ses propres désirs, plus proche des désirs de l'autre qui sont uniques et qui se réapprennent à chaque fois qu'on change de partenaire. D'accord. Qui se réapprennent d'ailleurs tout au long de la vie parce que nos corps changent, on vieillit, on traverse des étapes, des épreuves. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec la sexualité, c'est que ce n'est pas des scénarios établis, des scénarios établis. C'est quelque chose qui évolue et qui s'explore en continu. Ouais, j'ai l'impression que le porno, en fait, comme la publicité, amène une injonction, en fait, qui va du coup jusque dans l'intime. C'est exactement ça. Nous dit comment consommer. Oui. Le porno nous dit comment entretenir notre vie sexuelle, comment avoir des rapports. C'est exactement ça. Et tu vois, tu as mis dans la même phrase, et c'est là qu'on voit le problème. Tu as mis dans la même phrase injonction et intime. Et la sexualité, c'est l'intime. Donc, il n'y a rien de plus personnel, en fait, que ça. Ça ne veut pas dire intime, ça ne veut pas forcément dire pudique, même si c'est aussi des notions qui sont reliées. Mais ça veut dire que la façon dont on la vit regarde chacun. Bien entendu, tant qu'on reste dans le cadre de la loi. Oui. Et j'en ai aussi un peu entendu parler de la culture du viol qui était véhiculée par le porno. Est-ce qu'on peut en toucher un mot? Qu'est-ce que c'est? Oui, tu vois, c'est ce dont on parlait quand on disait qu'il y a des assignations de genre, en fait, et que parfois la pornographie, souvent, en tout cas dans la pornographie classique, ça met en scène des rapports de force dans lesquels le consentement n'est pas forcément une étape obligatoire. Et surtout, c'est que ça se fait uniquement dans un sens, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont les hommes qui utilisent les femmes ou qui consomment en fait les femmes. En fait, c'est essentiellement dans ce sens-là. C'est que... on peut dire que la pornographie peut délivrer des messages sexistes dans lesquels un homme peut consommer une femme. Après, faut pas oublier que la pornographie, précisément, c'est censé n'être que du fantasme et que, a priori, en fantasme, on a tous les droits. Le problème, c'est que ça devient une source d'imitation. Et elle est là, la difficulté, c'est que du coup, ça induit en effet une alimentation potentielle de cette culture du viol. Je ne sais pas si ça a été
rationalisé au sens, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont montré en fait les effets réels de la pornographie sur cette question-là. En tout cas, on est en droit de s'interroger. Ouais. D'où l'importance d'avoir la maturité nécessaire pour prendre du recul. Exactement. Quand on voit une scène. Tout à fait. Et du coup, s'il y a autant de risques quand on est mineur et prépubère de voir du porno, pourquoi est-ce que c'est si facilement accessible ? Ça, j'ai pas de réponse. A priori, c'est une histoire de consommation, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était de rendre le plus accessible possible aux consommateurs adultes. Et dès lors qu'il n'y a pas assez de surveillance parentale, en fait, sur les ordinateurs, malheureusement, les enfants finissent toujours par se retrouver confrontés à ça. Et comme n'importe quelle expérience stressante, ils vont avoir tendance en fait à le partager avec les autres copains. Donc en fait c'est presque contagieux. Quand il y a un gamin qui y a accès, on peut être sûr que direct dans une classe il va le montrer aux petits copains, etc. C'est aussi une façon pour lui d'exorciser parce que même s'il fait le malin avec, a priori il y a de fortes chances pour que ça l'ait bien traumatisé. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup on a parlé des impacts négatifs du porno sur la sexualité. On en a bien parlé. Et du coup si jamais je sens que ça a eu un impact négatif sur ma sexualité, comment est-ce que je peux retrouver une sexualité plus sereine ? Comme n'importe quel produit addictif, il faut aller vers l'arrêt de la consommation. Alors, ça peut être un arrêt progressif ou un arrêt total, direct. Ça dépend un petit peu aussi des personnalités de chacun, puis des étapes de vie. On est plus ou moins vulnérable. Mais en général, c'est l'abstinence, en fait. C'est-à-dire l'abstinence de produits. Donc, c'est l'abstinence de consommation. Et puis, on va essayer par ailleurs d'alimenter à nouveau l'imaginaire. Et donc, alimenter l'imaginaire, ça passe par des lectures, par en fait l'érotisme, justement. Ça peut être par des BD. Je pense à des auteurs comme Manara. Et puis, il y a des bibliothèques consacrées à l'érotisme, dont le nom m'échappe à nouveau. Donc, tu vois, il faut que je refasse mes devoirs, moi, un petit peu. Mais qui permettent à nouveau de relancer l'imaginaire. Et puis, on va aller aussi à nouveau sur des conseils en sensualité et retrouver, en fait, l'idée de la pleine conscience. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la reproduction d'une imitation, on va proposer en fait aux patients notamment ou aux personnes, tu vois, auxquelles on peut donner des conseils, de se reconcentrer à nouveau au moment présent pendant les activités, ne serait-ce que sensuelles, puis sexuelles, etc., pour réapprécier en fait chaque petit moment, chaque petit toucher, chaque sensation en fait. Se rééduquer en fait. Exactement. D'accord. Et quelles sont les ressources d'aide, par exemple, sur Clermont-Ferrand ? Eh ben, il y a des sexologues de plus en plus qui sont formés sur Clermont-Ferrand. Alors, et nous, on a une unité, du coup, sur le CHU de Clermont. Les étudiants ont aussi la possibilité d'aller vers une consultation au niveau du SSU, puisque ça s'est développé. Donc, une consultation, ça peut être une consultation unique où on aura juste des conseils vraiment pratiques. Et puis, parfois, grâce au réseau, puisqu'on travaille tous en réseau, on peut s'orienter les uns les autres en fonction de nos spécialités pour pouvoir aider en étant au plus précis par rapport aux symptômes de la personne. Ok, donc l'aide existe et elle est accessible. L'aide existe, elle est accessible, exactement. Très bien. Et j'aurais une dernière question. Je t'en prie. C'est est-ce que du coup, légalement, j'ai le droit, par exemple, de poster des images contenues porno sur le net, les réseaux sociaux ou sur des sites porno ? Jamais. Alors attends, là tu me poses une colle, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je suis pas juriste, ce que je vois c'est qu'en tout cas il y a plusieurs éléments d'interdiction, c'est l'exhibitionnisme. Donc en fait tu peux, j'imagine, poster à condition que ce soit avec le consentement de l'ensemble des personnes qui sont présentes sur ta vidéo, sinon on respecte pas leur intimité. Et à condition que ce soit sur des plateformes réservées, parce que par exemple si tu le postes dans des univers qui sont pas réservés à la pornographie, c'est un peu comme si tu te mettais tout nu ou si tu faisais l'amour dans un endroit qui n'était pas dédié à l'intimité. Et à partir de ce moment-là, ça devient de l'exhibition sexuelle. D'accord. Mais de toute manière, une image qui est mise sur Internet peut nous suivre. Elle peut nous suivre et nous échapper. Donc gaffe quand même. Ouais, donc c'est pas conseillé. Et donc du coup, dans tous tes posts, tu travailles aussi au CRIAVS. Et je me suis toujours demandé la question, est-ce que le CRIAVS aide directement les personnes qui sont victimes de violences sexuelles ou pas du tout ?
Alors non, en fait, le CRIAF, c'est vrai, je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc, tu vois, tu as intervenants et auteurs. Donc, on s'éloigne un tout petit peu de ta question, ou du moins du public dont tu parles. Mais cela étant, on a plusieurs missions. Donc essentiellement à destination des professionnels, mais c'est la mission de formation, d'animation de réseau, donc de tous les réseaux qui gravitent dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, la recherche, la documentation, puisqu'on donne, l'accès à l'ensemble de la documentation sur les violences sexuelles, notamment sur le réseau national. Un espace expert pour pouvoir soutenir l'ensemble des professionnels qui se retrouvent confrontés dans leur institution ou dans leur quotidien à une situation de violence sexuelle et qu'ils ont du mal à gérer parce que ça sort de leur pratique courante ou parce qu'elle est plus complexe que d'habitude. Et puis la dernière mission, c'est la prévention. Et dès lors qu'on fait de la prévention, mais en fait, on rejoint nécessairement les problématiques des victimes, puisque notre objectif commun à tous, c'est 0 victime, justement, et notamment à travers la prévention. Et est-ce que tu pourrais rappeler, peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne le savent pas, si je suis victime de violences sexuelles, vers qui est-ce que je peux aller ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, pour ce que je connais, moi, au CHU, il y a plusieurs filières. Il y a déjà, lorsque c'est en journée et que les choses se passent on va dire, aux heures de bureau habituelles, il y a la filière mineure et la filière majeure. Alors, quand on dit mineur, pédiatrie, en hospitalier, c'est moins de 16 ans. À ce moment-là, on va à Estaing, il y a le pôle d'accueil des victimes de violences. Quand c'est plus de 16 ans, il y a l'unité, le service de médecine légale et de victimologie qui peut accueillir. Donc là, on a un ensemble de professionnels qui, à la fois, vont pouvoir constater les dommages, ce qui permet par la suite, sur une procédure judiciaire, d'avoir un ensemble de données qui vont pouvoir apporter des preuves, justement, de ce qui s'est produit. Et puis, qui vont pouvoir proposer aussi un accompagnement psychologique. Quand on est dans une situation d'urgence, quand c'est la nuit, quand on n'a pas accès à ces ressources-là, alors du coup, on peut aller directement aux urgences. Là encore, pédiatrique quand on a moins de 16 ans ou adulte quand on a plus de 16 ans. Dès que c'est la pédiatrie, c'est au CH Estaing. Quand on est adulte, c'est Gabriel Montpied. Et enfin, il y a une dernière ressource qui est fondamentale pour les victimes. C'est tout le réseau d'associations France Victimes. France Victimes, c'est une sorte de label, en fait, qui nous renseigne sur la qualité des associations d'aide aux victimes. Ce ne sont pas des associations de victimes, mais bien des associations de professionnels. À Clermont-Ferrand, c'est l'association Avec 63. Et là encore, on va avoir des professionnels très aguerris, psychologues, mais aussi juristes, assistantes sociales, qui vont pouvoir permettre d'accompagner les victimes de façon globale et sur l'ensemble des problématiques qu'elles vont rencontrer. Ok, merci. Tout ça, c'est gratuit. Super. Donc, si je récapitule pour les étudiantes et étudiants surtout, c'est le service de médecine légale si c'est en journée. C'est ça. Les urgences, avec 63 ou exactement. France Victimes. Tout à fait. Et le service de santé universitaire, bien entendu. Qui orientera vers ces ressources. Exactement. Bon, merci beaucoup, Cécile, pour... merci à toi, c'était un plaisir pour ces échanges. À bientôt. À bientôt. Merci à toi de nous avoir écoutés, jeune oreille étudiante, ou pas. J'espère que ce podcast t'aura donné quelques infos qui te seront utiles. Si tu as des remarques, on sera très heureux et heureuse de pouvoir discuter sur nos réseaux. Facebook, Étudiants Relais Santé Clermont, Instagram, Étudiants Relais Santé Clermont, mais tout attaché. Lâche un petit pouce bleu ou abonne-toi en même temps pour retrouver plein d'infos utiles à ta santé. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de nos chargés de prévention et de la sexologue du SSU, avec qui tu peux prendre rendez-vous si tu as des questions sur le sujet. Prends soin de toi et de ton plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.